Marion Brachet, vous publiez The Tune Will Come to You at Last. Écoutez les récits des musiques rock et folk. Nous pourrions commencer par réfléchir un peu à ce titre double. The Tune Will Come to You at Last, le titre d'une chanson du groupe Led Zeppelin. Et puis, pourquoi cette chanson? Que dit ce titre Mm. exactement? Et peut-être quelle est l'importance de Led Zeppelin dans l'économie générale de l'ouvrage et que veut dire écouter les récits des musiques rock et folk, comment peut-on associer cet acte d'écoute avec le récit qui en général se lit hein, ou se regarde, si l'on pense aux films et aux séries. Donc le lien très concret que vous essayez de constituer entre écoute et narratologie, je pense, Mm. est un peu au cœur de ce livre. Oui, pour commencer sur la deuxième partie de la question et du titre, donc écouter les récits des musiques rock et folk, effectivement, un de mes objectifs avec ce travail, c'était de voir si et comment on pouvait envisager ce corpus musical comme une collection peut-être de récits. Alors c'est vrai qu'il y a déjà eu des travaux universitaires depuis quand même de nombreuses décennies qui envisagent la musique, notamment instrumentale, comme quelque chose que l'on peut percevoir comme un récit avec ses dynamiques évolutives. Ce qui m'intéresse, moi, dans ce corpus de musique rock et folk, c'est le fait que ce soit aussi des chansons, dans lesquelles on a bien sûr du texte qui peut être plus ou moins narratif, porter un récit. Ce qui m'intéresse sont aussi les postures des artistes, chanteurs, chanteuses, que l'on va aussi pouvoir entendre comme des conteurs. Et donc je voulais vraiment insister sur cette idée d'écouter les récits parce que mon objet c'était justement de voir comment est-ce que les auditeurs, les publics habituels de ces musiques qui en sont fans, justement écoutent les chansons, la manière dont ils se nouent aux chansons et finalement à quel point cette possible fonction du récit était importante pour eux, à quel point le texte était important, mais aussi justement la manière dont la musique, les sons accompagnent peut-être ces possibles dynamiques narratives. Même si on sait que effectivement le rapport à une chanson qui va généralement durer quelques minutes, peut-être 10-15 minutes dans quelques cas exceptionnels, mais enfin on est quand même plutôt sur quelques minutes, on a bien sûr un rapport différent à un livre, un film, c'est-à-dire les objets plus traditionnellement narratifs. Mais justement, ça m'intéressait de voir comment quelque chose qu'on va réécouter en boucle, auquel on va se lier sans doute un peu différemment, pouvait, voilà, malgré tout, avoir une importance liée à cette question du récit, qui me paraissait quand même importante, voilà, dans la manière dont on peut se lier à une chanson en se projetant dans ce qui s'y passe peut-être. Et donc pour ce titre, The Tune Will Come to You at Last, qui est donc un extrait des paroles de la chanson Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Il y a plusieurs raisons à ce choix. Alors effectivement, pour commencer sur la place de Led Zeppelin en particulier, c'est un groupe important quand on aborde ces musiques rock et folk, donc dans un corpus qui, pour moi, recouvrait surtout les années 60 à 80, puisque c'est un groupe qui est vraiment à la croisée des chemins en termes de musique et en termes d'imaginaire. C'est un groupe qui trouve vraiment ses racines à la fois dans le blues et le rock and roll qui a évolué depuis le blues, mais qui emprunte aussi beaucoup à des musiques plus traditionnelles, euh, avec avec des récits qui vont parfois s'approcher aussi des murder ballads, des histoires d'injustice, de condamnation à mort qu'on a beaucoup dans les chansons traditionnelles. Et ça va aussi être un groupe fondateur dans des thématiques et des récits plus typiques du rock, avec aujourd'hui par exemple des questions de mythologie nordique qui arrivent chez Led Zeppelin, des sujets quand même aussi très liés à la séduction, à la rencontre amoureuse, qui sont quand même très typiques du rock. Donc voilà, pour plein de raisons, Led Zeppelin était vraiment un groupe à la croisée des chemins dans ce qui m'intéresse ici. Et donc Starway to Heaven, en plus d'être évidemment peut-être la chanson la plus connue du groupe, est vraiment une de celles qui a justement le plus marqué son public, en particulier en termes de paroles, avec un certain côté abstrait qu'on ne peut pas nier, et pourtant on a une évolution musicale justement qu'on pourrait caricaturer, qu'on pourrait résumer comme allant du folk vers le rock, et qui s'accompagne dans les paroles d'une forme
de quête mystique, comme d'une conquête, d'une sagesse populaire, collective, et qui passe justement par une mélodie qu'on entend au loin et qu'on finit par apprendre à écouter peut-être. Et donc voilà, c'était une métaphore qui me plaisait bien pour cette question de l'écoute du récit qui peut-être va voilà, soit être constitutif de la manière dont on entend ces chansons ou qui peut-être va simplement voilà, ajouter une couche émotionnelle, empathique dans la manière dont on reçoit ces paroles et la musique qui les accompagne. Alors pour rédiger ce livre qui a été une thèse avant d'être un livre, vous avez fait une enquête auprès d'auditeurs, d'auditrices de ces musiques. Alors comment ça s'est passé et pourquoi cette volonté d'enquêter, d'interroger les gens sur leur écoute, d'associer donc au travail musicologique, d'analyse des œuvres musicales, un travail qui relève plutôt de ce qu'on pourrait appeler les études de la réception. Mhm. Alors bon, ce sont bien sûr pas des domaines qu'il faut opposer, mais c'est vrai qu'on est toujours confronté, je pense, dans la recherche, en particulier voilà, la recherche sur les arts et encore a fortiori sur des répertoires qu'on écoute beaucoup soi-même, se pose toujours la question de la place de l'écoute bah, du chercheur, de la chercheuse, dans la manière dont on va analyser les choses. Même si, voilà, en tant que musicologue, le chercheur, la chercheuse a bien sûr quelque chose à apporter dans ce qu'on peut dire voilà, analytiquement des chansons, ça me paraissait très important de questionner la place de cette problématique du récit qui m'intéressait énormément et qui, effectivement, dans mon écoute, est assez centrale. L'idée était quand même de jauger de à quel point est-ce qu'on pouvait prendre ce répertoire de la sorte. Et je ne voulais pas imposer aussi de prisme analytique trop fort sur la manière dont j'allais parler des chansons. L'idée, c'était vraiment de voir si ces chansons étaient reçues comme des récits, est-ce qu'elles étaient écoutées comme des récits, si oui, comment, sur la base de quels critères, est-ce qu'on est surtout sur le texte, est-ce que la voix, la manière de chanter va être très importante, à quel point est-ce que justement les moments instrumentaux vont ou pas être centraux dans cette écoute. Donc voilà, c'est aussi d'ailleurs une approche qui m'a encouragée à travailler sur des artistes célèbres, euh, dans l'idée de pouvoir avoir un accès voilà, relativement aisé à des communautés d'auditeurs voilà, suffisamment larges pour aller les interroger donc par le biais, voilà, en l'occurrence, d'un questionnaire qui m'a permis de rassembler plusieurs centaines de personnes. Le moment de la pandémie ayant aidé, puisque c'est à ce moment-là que j'ai réalisé mon enquête. Donc bon, les gens étaient particulièrement chez eux et avaient peut-être voilà, du temps pour venir répondre à des questionnaires de chercheurs et chercheuses. Alors votre corpus comprend non seulement donc des chansons rock, mais aussi des chansons folk. Et si l'on imagine assez bien, assez facilement, euh, comment une écoute narrative est possible du répertoire folk, puisque ce sont souvent des chansons qui content des histoires, qui soutiennent des messages, qui s'adressent sans doute beaucoup à l'intelligence et peut-être aussi à la politisation, à l'engagement des publics. C'est beaucoup moins le cas du rock progressif, par exemple, hein, où la dimension narrative est plus labile, moins présente, plus fragmentaire. Euh, et donc comment on passe de l'un à l'autre, comment le récit change de nature mais existe encore, hein, c'est ce que vous Mm. montrez. Il y a toujours du récit dans le rock progressif, dans des musiques qui sont plus abstraites, mais il n'est peut-être pas au même endroit. Et donc il y a une pluralité finalement de modes de réception des récits dans les chansons, des musiques populaires en général. C'est vrai que la question du rock progressif se posait particulièrement pour moi parce que avant d'entamer cette thèse, j'avais réalisé un travail spécifiquement sur les récits dans le rock progressif. euh, qui est un genre qui en fait a aussi en partie tout de même cette réputation d'être peut-être plus narratif que d'autres parce que quand même parfois bavard, on a des morceaux plus longs avec parfois des textes très développés mais aussi une musique qui s'inscrit souvent dans des formes bien plus complexes et évolutives qui peut-être laisse plus de place justement à l'instauration d'une dynamique qu'on peut percevoir comme narrative.
Après, c'est vrai qu'on a aussi cette vision-là en raison de certains groupes en particulier. Je pense notamment à Genesis, dans la période où le groupe était mené par Peter Gabriel, qui avait une approche extrêmement théâtrale, à la fois dans sa vocalité et dans les performances sur scène, euh, avec vraiment l'incarnation des différents personnages de récits, qui étaient des récits un peu cryptiques tout de même parfois, mais c'est vrai qu'on a plusieurs albums de rock progressif avec un objet disque qui contient des textes additionnels qui vont vraiment venir alimenter un récit très fourni, bien que poétique, mythologique, avec des trames qui peuvent quand même être un peu complexes. Mais c'est vrai que justement, en comparaison avec ça, dans les musiques folk, on a déjà en fait, une clarté dans les paroles et dans la musique qui va induire une concentration sans doute beaucoup plus directe sur les paroles. Alors là aussi, il y a une certaine construction dans les écoutes qu'on a eues et qui ont été médiatisées dès le début. Alors, par exemple avec Bob Dylan, effectivement, dont on fait souvent la figure de l'artiste engagé, ce qui l'a été certainement de bien des manières. Pour autant, on a aussi beaucoup de textes qui sont très poétiques et encore une fois assez cryptiques chez Bob Dylan, et lui-même a eu tendance à rejeter, d'ailleurs lui-même dans des textes ultérieurs, ce rôle finalement qu'on lui a en quelque sorte assigné, voilà, de porte-parole d'une certaine culture contestataire, disons, aux États-Unis. Mais donc c'est vrai qu'on peut quand même voilà, considérer qu'on a à côté folk des paroles extrêmement claires qui vont être rhétoriquement sur le plan argumentatif aussi, qui vont être très construites avec une morale parfois énoncée très clairement à la fin. On a ça dans Hurricane de Bob Dylan où la chanson se présente dès le départ comme étant voilà, l'histoire de Hurricane, ce boxeur donc, qui avait été accusé à tort de meurtre. Euh, et donc on a une chanson qui très clairement vient s'inscrire dans le parcours en fait judiciaire de cet homme que Dylan va venir défendre en retraçant toute l'histoire avec de très nombreux détails, et qui vient vraiment conclure cette chanson en disant que voilà, il raconte cette histoire et tous ces détails pour finalement essayer de compenser une justice qu'il estime totalement raciste et biaisée aux États-Unis. Par opposition, c'est vrai que voilà, dans un genre comme le rock progressif, où on va pouvoir avoir des constructions musicales plus extrêmes et beaucoup plus alambiquées en fait, que dans les musiques folk, où souvent on a un enchaînement de strophes sur une musique qui reste relativement statique. On a des morceaux rock, et finalement Stairway to Heaven en fait partie aussi, qui misent bien plus sur l'évolution musicale. Et donc on va peut-être entrer dans un rapport parfois plus métaphorique au récit, en tout cas à sa perception. Mais en tout cas, voilà, on va avoir les sons qui vont être essentiels aussi dans la perception des paroles. Et dans le cas de Stairway to Heaven, on a vraiment cet entrain narratif, voilà, de cette quête et de la poursuite de cette mélodie que l'on entend, qui se développe vraiment aussi avec une instrumentation qui va évoluer et avec un son rock qui va vraiment avoir un rôle assez épique à jouer dans la perception du récit. Vous décrivez assez précisément les modes d'engagement narratif de l'écoute. Il se trouve que la dimension affective est très importante, hein. Les protocoles d'identification, d'immersion, de visualisation, aussi les stratégies que les musiciens ou les chanteurs et chanteuses adoptent en revêtant des costumes vocaux, en adoptant des personas, en mettant en scène non seulement les concerts mais également les albums. Donc ça, c'est des dimensions de l'écoute, sont des dimensions de l'écoute qui sont évidemment fondamentales et qui n'ont pas toujours été prises en compte, notamment cette dimension affective qui est centrale dans ce rapport narratif à la musique. Oui, alors on a des chercheurs qui se concentrent sur les musiques populaires qui ont eu tendance à reprocher à la musicologie traditionnelle de ne pas suffisamment s'intéresser effectivement à l'affectif, à l'émotionnel, à tout ce que la musique va induire, disons indirectement, tout ce qui est extérieur à l'œuvre elle-même. Alors qu'effectivement, dans le cas des musiques, de ce qu'on appelle voilà, les musiques populaires enregistrées, on est généralement sur des musiques de grande écoute, mais justement l'intérêt va être aussi de comprendre quels sont les différents facteurs
avec lesquels les auditeurs vont se lier à ces musiques. Et c'est vrai que quelque chose qui est ressorti finalement de la manière dont les auditeurs parlent de leur lien avec la musique dont ils sont fans. Il y a souvent un très grand investissement de leur histoire, de leur expérience personnelle, qui va beaucoup jouer dans la manière dont ils vont interpréter la musique. On a beaucoup cet effet, voilà, association d'une chanson à souvent un souvenir particulier, un moment de sa vie qui va faire que les significations vont vraiment être uniques pour chacun, même si on retrouve bien sûr des points communs dans voilà, ce que les différents fans de Starway to Heaven aiment dans le morceau. Mais quelque chose qui est beaucoup revenu dans le vocabulaire qu'employaient les enquêtés, peut-être même davantage que la question du récit, même si elle lui était souvent associée. C'était la question justement alors de l'identification, de la projection dans la situation, dans l'expérience qui est racontée dans une chanson. Il y a vraiment une projection où l'auditeur entre en empathie avec le personnage, avec le narrateur qu'il entend. Et donc voilà, c'est quelque chose qui se fait de manière très personnelle et qui va justement être alimenté aussi par les sons, par la musique, sur lesquels on va aussi projeter voilà, des émotions qui nous sont propres parfois, mais qu'on va retrouver de manière plus ou moins construite selon chaque auditeur dans la musique qui accompagne ces paroles qui elles-mêmes sont en résonance avec des expériences plus personnelles. Alors peut-être pourriez-vous prendre un exemple d'analyse à la fois musicologique et narratologique. Euh, un morceau important est celui qui conclut le livre, Farm on the Freeway, hein, de Jethro Tull, donc un morceau paru sur l'album Quest of a Knave en 87. Hein. Vous consacrez plusieurs pages à analyser en détail notamment la construction de cette chanson. Est-ce que vous pourriez peut-être nous la présenter? Oui, bien sûr, donc c'est un morceau de Jethro Tull qui est un titre peut-être différent de Led Zeppelin, mais qui est quand même un groupe vraiment à la croisée d'héritage rock et folk. Donc ce morceau de la fin des années 80 est un morceau qu'on pourrait, à certains aspects, considérer comme une chanson engagée contre le néolibéralisme, contre l'industrialisation. Donc c'est un morceau qui raconte l'histoire d'un fermier qui tout simplement se fait exproprier. On ne sait pas forcément par qui, par une grande corporation. Donc il se fait exproprier et le terrain de sa ferme est réutilisé pour construire des complexes industriels. On nous parle aussi d'un aéroport qui est en train de se construire. Mais donc voilà, ça parle des petits travailleurs, des petits individus traditionnels qui se font supplanter par l'industrialisation aveugle finalement aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est un morceau qui illustre aussi cette opposition entre rock et folk, parce que Jethro Tull a aussi proposé des morceaux, des concept albums également beaucoup plus complexes musicalement et narrativement. Là, on revient sur un modèle peut-être plus de la chanson folk avec un message très clair et une histoire qu'on va nous raconter de manière fragmentaire, mais pour autant qui va être extrêmement claire dans ses enjeux, avec une forme de morale aussi voilà, assez simple que tout le monde peut comprendre politiquement. Et donc c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est la manière dont Jethro Tull arrive à construire quelque chose qui, là aussi émotionnellement, affectivement, va sembler évident dans la manière de s'identifier au personnage. Et Jethro Tull finalement parvient à rendre cette chanson avec une certaine charge politique comme extrêmement peu clivante. On a des auditeurs de Jethro Tull qui disent avoir du mal avec les chansons qui les prennent trop à partie, qui veulent leur imposer des lectures politiques. On aurait pu penser que Farm on the Freeway serait gênante dans ce cas-là, mais il se trouve que non. C'est un auditeur voilà, qui donne un exemple finalement d'efficacité de la stratégie adoptée par les artistes pour vraiment faire passer un message non seulement rhétoriquement, mais affectivement efficace par la musique, sa construction et la construction du texte, puisque c'est une chanson donc, qui est vraiment écrite, chantée du point de vue de ce fermier exproprié qui est en train en fait, de partir sur l'autoroute avec son tracteur en laissant derrière lui la terre de ses ancêtres. Et donc son point de vue nous donne peu à peu tous les éléments qui permettent de comprendre sa situation avec l'autoroute en cours de construction, les aéroports, les grands complexes industriels qui sont en train de pousser. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a
on a une reprise en fait de thématiques et d'approches musicales qui font référence à justement des grands récits qu'on a eus dans les musiques rock et folk états-uniennes en particulier, où on a cette espèce de fantasme du grand départ sur l'autoroute. On a un imaginaire de liberté qui est vraiment associé à ces espaces. On entend beaucoup ça chez Bruce Springsteen notamment, où souvent on va avoir voilà, des grands solos instrumentaux vraiment épiques qui vont accompagner le fait de prendre sa voiture et de partir au loin sans toujours savoir où on va. Là, on a une forme de reprise un peu ironique de cette thématique, avec quand même plusieurs sections instrumentales qui vont évoquer ce départ libérateur, qui vont être épiques, qui vont donner un entrain avec des solos de guitare, de flûte, qui vont vraiment donner l'impression d'une accélération, voilà, rejoindre cet imaginaire de liberté et d'enthousiasme en fait qui va avec ce départ sur l'autoroute. Et finalement, on a une chanson dont l'enthousiasme va retomber et qui va revenir sur ce fermier qui est en train de partir il ne sait où, avec une compensation financière qui lui a été donnée en compensation de l'expropriation, mais qui a tout perdu finalement. Et donc on a des sons dissonants, à la fois à la flûte, à la guitare, sur la fin du morceau, qui viennent vraiment illustrer le fait que dans ce cas-là, ce départ sur l'autoroute, qui était une des grandes thématiques des récits rock et folk, est reprise de manière totalement désabusée, et pour venir dénoncer le manque total de considération pour les petits individus qui peinent à peser contre les acteurs de la mondialisation et de l'industrialisation et en quelque sorte du néolibéralisme qui vient tout écraser sous des couches de béton, comme c'est le cas de cette ferme dans ce morceau de Jethro Tull. 9 miles of two-strand topped with barbed wire, laid by the father for the son. Good shelter down there on the valley floor, down by where the sweet stream runs. Now they might give me compensation, that's not what I'm chasing. I was a rich man before yesterday. Now all I have got is a check and a pickup truck, and I left my farm on the freeway. They're busy building airports on the south side, Silicon chip factory on the east, and the big roads pushing through along the valley floor. A machine boring 6 lanes at the very least. Now, they say they gave me compensation, that's not what I'm chasing. I was a rich man before yesterday. All I have left is a broken down pickup truck. Looks like my farm is a freeway.